putain, je dois me sécuriser ma famille. Moi, je pense pas à ça, j'en ai rien à foutre. Vaut mieux avoir un lion avec une armée de moutons plutôt qu'un mouton à la tête d'une armée de lions. Si je fais une connerie, que j'investis tout mon oseille dans un truc complètement fou et que je le perds, si ça m'arrive, c'est une aubaine. En fait, c'est pas de la vulnérabilité, au contraire, parce que tu sais que t'es sur tes appuis et qu'il a, à l'inverse, lui, tout à perdre justement de trahir. J'ai fait 25 licenciements. Là. J'ai eu des gens qui ont pleuré, j'ai eu des gens qui ont essayé de me persuader de rester, mais par tous les moyens et qui ont été très forts. Hein. Le coup d'opportunité de conserver une mauvaise personne versus les deux autres personnes qui attendent à la porte pour le même poste et de bosser avec toi. Quoi. Parce que la plupart des gens me respectent quand même, ils savent que il faut pas qu'ils aillent trop loin. Moi, je fais super attention à ça, je suis gentil, je fais confiance. Par contre, je suis intransigeant. Tu me respectes. Bon, je coupe avec ces 8 personnes. Mais les 2, qui eux ont respecté la confiance que je leur ai attribuée, qui eux ont compris que si je leur fais confiance, c'est pleinement, à 100%. Moi, je leur donne mes codes de carte, mes cartes bancaires, mes codes de banque, mais tout. L'accès à mon mail perso, mais tout. Fou, ouais. Mais j'en ai rien à foutre, mais vraiment, je leur donne. Mais dès le début, moi, le premier jour, hein, le mec, on a un rendez-vous pendant 2 heures. Mon intuition fait et me dit que c'est la bonne personne et que je peux avoir confiance en lui. Moi, je lui dis clairement, tu fais partie de mon équipe. Maintenant, je suis là personnellement, professionnellement, quand tu veux. T'as besoin de quoi que ce soit. Moi, je serais prêt à me tuer pour toi. Mais vraiment, je le pense en plus. Parce que moi, je suis vraiment beaucoup investi. Toutes mes entreprises, c'est ma vie. Donc, je suis prêt à me tuer pour ça. Et je lui explique tout ça. Et je lui fais vraiment confiance à ce point. Je lui donne tout. Et après, s'il me trahit, ben, je le verrai, c'est pas grave. En fait, finalement, quel est le risque ? Le risque, c'est quoi ? C'est de se rendre compte que cette personne, c'est pas la bonne. Mais tant mieux, au moins je le sais. De pas faire confiance, ça provoque quoi ? Ça provoque le fait qu'on se rendra pas compte si la personne est la bonne ou pas. Parce que je lui attribue pas ma confiance. En fait, finalement, quel est le risque ? Le risque, c'est quoi ? C'est de se rendre compte que cette personne, c'est pas la bonne. Mais tant mieux, au moins je le sais. De pas faire confiance, ça provoque quoi ? Ça provoque le fait qu'on se rendra pas compte si la personne est la bonne ou pas. Parce que je lui attribue pas ma confiance. Comment est-ce qu'elle va me trahir ? Elle pourra pas me trahir. Parce que j'ai tout bloqué. Ah certes, je suis super fort, hein. J'ai mis des portes à l'entrée partout, des barrages partout, personne ne peut me trahir. Ah c'est sûr, c'est facile. Mais pour moi, c'est de la faiblesse. Être courageux, c'est finalement accepter de paraître naïf, de faire confiance, par contre se rendre compte quand la personne nous trahit. Ouais. C'est une belle conclusion sur ce que tu expliquais parce que en fait, c'est pas de la vulnérabilité. Au contraire, c'est une force. C'est une force de donner sa confiance parce que tu sais toi-même que tu es sur tes appuis et qu'il a, à l'inverse, lui, tout à perdre justement de trahir. C'est ça. Et toi, de ton côté, tu as tout à perdre de ne pas essayer parce que potentiellement, tu vas moins avoir de croissance ou moins stagner, justement, à travers ça. Et puis tu t'ouvres. La personne, elle a la capacité de t'enfoncer un couteau dans le dos, quoi, ou dans le ventre, parce que tu t'es ouvert, parce que tu lui fais confiance. Mais c'est pas grave. Faut pas avoir peur de prendre ce risque-là. Parce que vraiment, des humains, il y en a des bons, encore, aujourd'hui. Malgré ce monde moderne où on a l'impression que la parole ne tient plus. Moi, je suis un peu jeune, mais je suis de l'ancien temps, moi. Moi, je m'en fous des contrats, des trucs. Moi, si je peux, ça serait juste à la parole. Tu vois, juste on se serre la main, c'est bon, terminé. Moi, j'ai qu'une parole, toute ma vie. Sinon, je pourrais plus me regarder dans un miroir et je préfère presque mourir, tu vois, si je tiens pas ma parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir des gens en face qui sont de la même trempe, mais il y en a encore. Il y en a encore. Faut vraiment encore y croire et attribuer sa confiance. Ouais. Donc, dans le recrutement, tu vois, juste pour finaliser, il y a plein de points. J'ai fait plein d'erreurs. Mais le plus important, c'est ça. C'est la confiance. Et les erreurs, justement, je te dis une bêtise, le top 2, top 3 des erreurs qui te viennent en tête ou qui t'ont marqué, par exemple, que tu dis, refaites-les pas, s'il vous plaît, parce que je les ai faites. Ce serait quoi, par exemple ? Dans le recrutement ? Ouais. De pas contrôler. Ok. De pas contrôler. Parce que par contre, à un moment, j'étais complètement fou. Je faisais confiance et je contrôlais pas. Mais pas parce que je voulais pas, parce que j'ai pas le temps. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui me prend la tête, contrôler, c'est du temps. Putain, mais moi, à côté de ça, je préfère développer, je préfère aller chercher de l'adrénaline dans des nouveaux projets. C'est bon, les gars, je vous fais confiance, je contrôle pas. Ça, c'est une erreur. Il faut contrôler. Contrôler à minima. Il faut jamais tomber dans l'extrême inverse. Moi, je vois trop de personnes qui... et je suis tombé là-dedans. Hein. Aucun contrôle, rien. Je me fais trahir. Et après, je passe dans un contrôle extrême. Je passe mes journées à tout contrôler. Mais terminé, à quoi bon déléguer ? Si je passe mes journées à contrôler, autant le faire moi-même. Donc, vraiment savoir mettre un peu de demi-mesure et contrôler, mais partiellement. Ça suffit, une fois de temps en temps, tu lui montres que tu suis, tu te rends compte des erreurs, tu revois ça avec la personne et ça fonctionne. Donc ça, c'est une première erreur que j'ai fait. Et donc, la seconde qui suit ça, c'est finalement ne pas se rendre compte assez vite que la personne ne convient pas. Ouais. N'a pas les bonnes valeurs, ne comprend pas la vision, la mission de l'entreprise et qu'il faut couper. Donc, mettre trop de temps pour couper. C'est ce que j'ai fait au début. Moi, aujourd'hui, quand ça va pas avec une personne, c'est tout de suite.
La prise de décision, elle est en 2 minutes. Ouais. Quand ça déborde, j'ai mis certains critères, certaines choses où je me fie à ça. Et quand on m'explique un cas ou un fait qui s'est passé, donc mon manager m'explique, parce que c'est moi qui m'occupe de tous les licenciements. Hein. Je n'autorise pas mes directeurs à le faire. D'ailleurs, on a un document pour mes directeurs. Ils ont la zone rouge, zone verte. Zone rouge, c'est tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Recrutement, licenciement, finance, etc. Ils sont obligés de passer par moi. Et zone verte, ils ont une totale liberté. C'est-à-dire que là, ils n'ont même pas besoin de me demander. Ils peuvent changer les process, changer l'organisation, changer certaines choses. Mais le licenciement fait partie de la zone rouge. Et ça passe systématiquement par moi. Et c'est vrai que quand ça déborde, c'est tout de suite, quoi. Ouais. On coupe. Au moins, c'est radical et t'as pas ce manque à gagner ou le coût d'opportunité de conserver une mauvaise personne versus les 2 autres personnes qui attendent à la porte pour le même poste et de bosser avec toi, quoi. En quelques mois, j'ai fait 25 licenciements. Moi. 25 licenciements, j'ai eu des gens qui ont pleuré, j'ai eu des gens qui ont essayé de me persuader de rester, mais par tous les moyens, et qui ont été très forts. Hein. À la fin du rendez-vous, j'y ai cru. Sauf que non, tu coupes ton cœur, plus de cœur. Tu comprends, t'es empathique, t'es bienveillant, parce que on n'est pas inhumain, tu vois, on n'est pas des méchants. Et puis ça me touche quand même. Mais non, ça me touche pas finalement. Ça me touche. Parce que quand j'arrive dans le rendez-vous, je suis conditionné encore une fois. C'est comme ça. J'ai pris une décision, je ne dérogerai pas à la règle. Ma décision, je vais la suivre. Parce que dans tous les cas, la personne, elle va te toucher, tu vas voir qu'elle pleure, truc, tu vas vouloir la garder, mais qu'est-ce qui va se passer ? Elle convient pas, donc ça va durer. Votre confiance personnelle, professionnelle, elle va se casser. Donc vous allez plus vous entendre. Et vous allez finir par couper, mais en mauvais termes. Vous allez vous taper un prud'homme, vous allez vous taper des procès. Et elle, ça va être encore pire pour elle, encore pire pour vous. Donc autant prendre la décision de couper tout de suite, malgré le fait que ce soit dur pour elle. Et tant pis, c'est nous, en tant que chef d'entreprise, c'est notre responsabilité de prendre ces décisions-là. C'est pas la responsabilité du salarié. Lui, il pense qu'il a la bonne place, qu'il doit rester. C'est à nous de percevoir s'il le mérite ou pas. Ouais. Et en étant radical pour justement conclure, c'est ce qui t'a permis d'aller chercher plus de croissance dès que tu avais un élément pour l'image qui était un petit peu la pomme pourrie du panier. Malgré tout ce que justement un collaborateur a pu t'apporter, quand tu t'es aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en termes de valeur et dans le standard que tu t'étais fixé, c'est comme ça que tu tranchais. Tout à fait. Et justement, pour rebondir là-dessus, le recrutement fait partie de l'essence même de ta croissance à travers les différents projets, différentes boîtes. À aujourd'hui, comment t'as réussi à casser ce plafond de verre dans ta croissance ? On parlait justement de Coming Gaia, on parlait de Coupage Jardin aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que justement aujourd'hui, tu arrives toujours à avoir la croissance? Parce que c'est vrai que vouloir le faire, c'est une chose. Par contre, quand tu le répètes, par exemple avec une franchise, 2 franchises, 3 franchises, enfin franchisé, j'entends, pardon, il y a sûrement des difficultés, des choses sur lesquelles tu as été confronté, ou tu as dû péter ce plafond de verre justement. Comment tu as été chercher ce plus à chaque fois? Ouais, ça a été quoi les clés? La plus grande clé, c'est la confiance. Parce que quand on fait confiance, les gens sont impliqués, la respectent et du coup, ça va beaucoup plus vite. C'est le premier point. Après, les erreurs, c'est le manque de structure, le manque de cadre. Nous, on est passé de 8 collaborateurs, ou 10 quand on est passé sur Qui veut être mon associé, à 60. Quelques mois. 60. J'ai passé mes journées à faire des recrutements, moi, finalement. Et il n'y avait pas assez de cadre, pas assez de procédure. C'était pas assez structuré dans l'entreprise. Et donc, je me suis retrouvé avec des managers qui manageaient des gens. Et quand je leur posais la question, bon, lui, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il sait me répondre. Et quand je rentre un peu en profondeur, mais ok, pourquoi elle a tel résultat? Il sait plus me répondre. En fait, ils avaient plus de maîtrise sur leurs collaborateurs. Et c'est là où j'ai vu que c'était super dangereux et donc où j'ai vraiment réduit la densité de personnes dans mes équipes. Et on est passé à 40 personnes au lieu de 60 pour les mêmes résultats, pour plus d'efficacité, plus de rentabilité. Parce qu'en fait, finalement, j'étais dans la course à recruter un max de monde. Moi, mon objectif, et c'était écrit sur mon téléphone. Moi, sur mon téléphone, j'ai mes objectifs qui sont écrits, tu vois. Bon, là, je les ai enlevés, mais... Et il y avait écrit « Construire une armée de 300 personnes ». Donc, dans ma tête, c'est quoi? C'est la course. Je vois toutes les entreprises autour de moi, tous mes concurrents qui sont là, qui périclitent. Ils avaient 15 personnes, 20 personnes. Ils avaient le monopole dans mon village et les villages alentours. Et ils tombent à 4 personnes, ils sont en train de couler. Et moi, je vois que je passe à 10, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. Donc là, je suis dans l'adrénaline, tu vois, je me sens dans le film Spartiate, les 300, tu vois, je veux les 300 personnes. Ouais. Et je suis à fond, donc je m'arrête pas. Et finalement, je me crée une œillère et je vois pas ce qui fonctionne pas parce que je veux aller vite, je veux atteindre le nombre des 300. Je m'en fous de perdre en rentabilité, je m'en fous parce que je veux atteindre ce nombre. Et donc ça a été une grossière erreur de ma part. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me temporise, que je choisisse vraiment les personnes de qualité, que je coupe avec celles où ça fonctionne pas, comme je te disais.
Et voilà, donc ça, c'est les erreurs. Après, comment on a fait pour passer même à 40 collaborateurs en quelques mois et pour que ça fonctionne? C'est vraiment moi j'appelle ça mes lieutenants, c'est les gens qui font partie de mon état-major, les directeurs, quoi. C'est clé. Une citation, je crois, qui dit que vaut mieux avoir un lion avec une armée de moutons plutôt qu'un mouton à la tête d'une armée de lions. Tu vois. Donc finalement, dans mes équipes terrain, j'ai pas forcément des lions, des mecs super compétents. Par contre, en haut, j'ai des lions. J'ai des mecs qui sont capables de mener des moutons et de rendre ces moutons comme des lions. Tu vois. Et ça fait toute la différence. Donc vraiment, prendre le temps qu'il faut pour recruter ses bras droits. Les personnes qui sont autour de nous, les directeurs qui vont piloter l'entreprise à notre place, eux, il faut vraiment prendre le temps. Et c'est pas un choix qui se fait de manière hâtive. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment qui m'a permis d'aller vite. C'est ces personnes clés. Parce que ces personnes-là, du coup, eux, n'avaient pas d'œillères comme moi parce qu'ils n'étaient pas dans le truc de « Allez, je vais chercher de l'adrénaline ». Moi, je suis complètement fou en réalité. Je suis pas un bon gestionnaire, moi. Moi, je suis un bon leader. Les gens sont motivés à me rejoindre. Je vais aller chercher des résultats impossibles. Je vais aller chercher des gens que personne n'arrive à aller chercher. Je vais aller chercher des solutions que personne n'arrive à trouver. Ça, c'est mon talent à moi. Par contre, gérer opérationnellement tout, c'est pas mon truc. Donc, j'ai pris des directeurs qui savent faire et qui, eux, sont au quotidien, voient qu'il manque de structure, voient que là, il manque de procédure. Ils m'en parlent, du coup, on les crée. Ils me disent ce qui manque. Et c'est ça qui m'a permis très vite de restructurer le bateau et de faire en sorte que les 40 personnes, 60 personnes que l'on a recrutées ne nous fassent pas couler, mais au contraire, nous permettent de nous développer encore. Ouais. D'aller chercher plus. C'est hyper intéressant. Donc, pour à la fois optimiser ton recrutement, optimiser ta croissance, tout repose justement sur une équipe. Et c'est aujourd'hui ce que tu es en train d'exprimer en disant qu'aujourd'hui, avec une équipe de cœur, de lion, pour aller au combat, justement pour l'image, c'est indispensable justement dans ta croissance et c'est ce qui t'a vraiment aidé. Et ça se traduit justement par les résultats que vous avez réussi à construire aujourd'hui tous ensemble avec ça, quoi. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, je voulais rebondir aussi sur une autre chose, c'est que on a parlé de ton parcours en tant qu'indépendant, Coupage Jardin, Coming Gaia, mais tu fais pas que ça aussi. Justement, là au Grand Rex, tu avais un événement physique concernant Paysa Business. Concernant Paysa Business, on peut aussi aborder après ton consulting et ton parcours après aussi en tant qu'investisseur à côté de ça, après ça. Tu peux nous en dire plus justement pourquoi Paysa Business après déjà tout ce que tu as fait pour le monde du paysage, ils vont encore plus ils vont te voir encore plus justement en tant qu'acteur. Parle-nous de tout ça. Ouais, c'est super important. Dans la conférence hier, je parlais de l'exemple du footballeur qui, s'il veut devenir champion du monde, bah, il est obligé de se focus que sur le foot. Vraiment que sur le foot. Il va se lever chaque matin, il va penser au foot, il va regarder du foot, il va aller jouer dans plusieurs clubs pour tester des trucs. Mais si le mec, il fait du tennis, du ski, de la boxe, qui fait plusieurs sports, il va devenir moyen partout. Et moi, ça a été un gros combat. C'est-à-dire que je me suis diversifié, comme tu l'as dit, dans le monde du paysage, mais j'ai pu le faire parce que je suis resté dans chaque société fixé sur la même vision, la même mission de moderniser, revaloriser le monde du paysage, de le révolutionner, de bousculer ce milieu pour le transformer positivement, faire en sorte qu'il soit mis en avant, qu'il soit à la mode, que les jeunes aient envie d'y aller par envie et pas par facilité parce que je suis nul à l'école, donc je vais devenir jardinier. Et pour faire le parallèle, du coup, pour revenir à ta question, c'est pour ça que j'ai créé Coupage Jardin, Coming Gaia, Paysa Business, les événements Paysa Business, et que c'est pas terminé, on est en train de construire un écosystème complet qui aura un impact énorme national. Et donc, on a créé Paysa Business parce que c'est la suite logique de tout ce que j'ai fait. Coupage Jardin, je suis un modèle d'exemple. Je crée quelque chose, je le construis, je le développe comme personne ne l'a fait, je montre que c'est possible. Premier point. Source d'inspiration. Je le fais moi, je veux le vivre, je veux le connaître. Ensuite, je crée Coming Gaia, qui me permet à moi de me diriger ma société et qui permet à des indépendants, des auto-entrepreneurs, de, eux aussi, gérer et développer leur structure d'une meilleure manière parce qu'ils ont l'application qu'il leur faut. Et ça commence à créer une communauté. Et ensuite, Paysa Business, un accompagnement en ligne qui leur permet d'avoir toutes les ressources nécessaires pour devenir des pilotes d'entreprise. Parce que dans ces métiers artisanaux, souvent, la plupart du temps, c'est des bons techniciens. Ils sont très bons là-dedans. C'est pour ça que je parle jamais de technique, moi. Moi, je ne vais pas expliquer à quelqu'un comment on élague un arbre. Pourtant, je sais faire. Je peux te jurer que quand j'avais 15 ans, dans ma caravane, le soir, je lisais des livres là-dessus. J'adorais ça. Parce que élagage, c'est risqué, adrénaline, on monte dans des arbres, je risquais de mourir plein de fois. J'adore ça, je suis bon, mais j'en parlerai jamais. Parce que ça m'intéresse pas. Les gens ont déjà ces ressources-là. La passion du métier. Ils l'ont tous. La plupart l'ont. Sinon, ils n'y arriveraient pas, ils ne tiendraient pas. C'est un métier ingrat. Chaque matin, on se lève, on est sous l'intempérie, le soleil, la pluie, le vent. Enfin, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Même si c'est un métier magnifique et qu'on a la chance
d'être proche de la nature, tu vois. C'est super agréable, mais c'est dur. Donc ils ont la technique, ils ont la passion. Ce qui leur manque, c'est la capacité à piloter une entreprise, à être de véritables entrepreneurs. Et pour moi, c'était la suite logique, la suite évidente, c'était Paysa Business, pour permettre à tout indépendant dans le monde du paysage, à toute entreprise, de devenir des meilleurs pilotes d'entreprise et de meilleurs entrepreneurs. Et dedans, justement, aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait, monter une boîte, justement, c'est la routine pour toi, finalement, surtout dans le milieu du paysage. Et du coup, j'imagine que tu as des outils dedans pour les aider. Et, ouais, bien sûr. Et comme ça, ils ont quelque chose de clé en main, j'imagine, à appliquer, à implémenter tout de suite pour avoir des résultats maintenant. Et puis, choisir la direction bien à prendre. sûr. En fait, il y a 3 dans Paysa Business et on est en train de le structurer parce qu'on est encore aux prémices. Aujourd'hui, j'ai apporté un maximum de valeur. Mais il y a de tout à l'intérieur, c'est-à-dire à la fois pour les petites boîtes, pour les boîtes qui commencent à structurer, mais pour des boîtes à 50, 100 personnes. Où là, on va parler de système de management intégré, de qualité, de sécurité, aller chercher la qualification ISO 9001, c'est des trucs beaucoup plus complexes que si un jeune entrepreneur du paysage se concentre là-dessus, cool, finalement. Tu vois, il y a vraiment 3 étapes, 3 grandes étapes dans le monde du paysage. Il y a le début, il faut se concentrer sur le commerce, sur le service qu'on apporte à ses clients, la manière dont on l'emmène pour aller chercher un max de clients et fournir un travail de qualité. Mais on ne pense pas vraiment à la sécurité, on ne pense pas vraiment à tout ça, parce qu'on est tout seul, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, on va passer à 10-15 personnes, où là, on va parler vraiment de management, de recrutement, de finance, gestion de sa trésorerie, gestion de sa rentabilité, calculer son prix de revient, son prix de vente, pour faire en sorte que chaque chantier soit parfaitement maîtrisé, qu'il n'y ait pas de SAV, comment bien préparer un chantier. Et on va commencer à mettre en place des minutes de sécurité, des vigilances partagées, des visites vigilance partagées pour faire en sorte que les gens ne se blessent pas parce qu'il faut y penser. Et quand on passe à une entreprise de 50 personnes, ben là, on est vraiment sur de la sécurité, de la qualité et dans un système de management intégré beaucoup plus construit, structuré. Et là, vraiment, c'est une autre manière de fonctionner. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, sur Paysa Business, ce qu'on essaie d'apporter, c'est tout ce panel-là qu'on est en train de structurer en 3 parties différentes pour pouvoir aider l'entièreté des entreprises dans le monde du paysage. Intéressant. Et t'interviens aussi, j'imagine, peut-être sous forme de consulting aussi pour les aider peut-être individuellement. C'est vrai que vu que tu as de l'exposition, les gens voient ton parcours, te font confiance, justement. Ils veulent peut-être plus. Ouais, bien sûr, j'interviens en tant que bras droit pour les personnes qui le souhaitent. C'est-à-dire que je vais dans leur entreprise ou on fait en visio pour ceux qui sont très loin. J'audite leur système, la manière dont ils fonctionnent. Et je joue à la fois sur le perso et le pro. C'est-à-dire eux, en tant que fondateurs, la manière dont ils doivent orienter leur quotidien pour changer le système. J'en parlais dans la conférence, dans la stratégie Prométhée, il y a un procédé qui est très simple, c'est trouver dans son entreprise les centres de gravité. Un centre de gravité, c'est un point fondamental dans l'entreprise qui, si il est changé, s'il est modifié, permet de modifier tout le reste du système de l'entreprise. Ok, intéressant. Et ça fait sens par rapport à ce que tu disais juste avant, le fait de pouvoir les accompagner après individuellement pour aussi tout implémenter, parce qu'il y a des notions d'échelle. C'est vrai que quelqu'un qui va avoir un besoin avec 10 collaborateurs n'aura pas les mêmes besoins avec 50. Et j'imagine que préfère avoir ton intervention pour aller au vif du sujet directement avec ça. Ouais, bien sûr. Ça fait beaucoup d'activités, tout ça. C'est vrai qu'avec tout le parcours que tu as aujourd'hui, avec tes différentes structures, forcément, arrivé à un certain niveau, tu cherches toujours peut-être à te diversifier. Il me semble que tu fais pas que ça. Aujourd'hui, justement, avec tes différentes entreprises, tu fais aussi naturellement sûrement un peu de profit. Du coup, tu réinvestis, il me semble, dans autre chose. Tu peux nous en dire plus succinctement, et pourquoi tes choix, par exemple ? Ouais, bien sûr. En 2022, j'ai ouvert un restaurant que j'ai délégué à 100%. Je parlais du focus tout à l'heure, du fait de ne pas se diversifier. Moi, je me suis diversifié, mais intelligemment. On peut le faire si on est en capacité de le déléguer intégralement. Par exemple, si au départ, j'avais lancé un restaurant ou je sais pas, de l'événementiel, de l'immobilier, et que je me concentre dessus et que ça me prend du temps, je serais nul dans le monde du paysage. Je serais nul. J'aurais pas réussi à faire tout ça. Difficile. Parce que c'est pas possible, on n'est pas des robots. Il faut être focus. Donc j'ai lancé un restaurant, mais je l'ai délégué à 100%. Je ne m'en occupe pas. Donc ça fait partie d'un des business que j'ai en plus. Je fais aussi de l'immobilier un petit peu avec des associés. Pareil, je m'en occupe que très peu. Locatif, marchand de biens. Donc j'ai une personne qui s'occupe des travaux, une personne qui va avoir les finances. Moi, je m'occupe de négocier certains moments, mais ça me prend 1% de mon temps, tu vois. Donc ça, c'est le genre d'investissement que j'aime bien. Moi, j'aime bien l'immobilier. La restauration aussi, même si c'est très difficile. L'événementiel aussi, je commence à bien aimer avec Paysa Business et ce qu'on fait autour de ça. Et à côté, j'ai investi aussi dans des startups avec le Blast Club, dans 9 startups au total. J'ai déjà fait du gain.
Le Blast Club fonctionne très bien, d'ailleurs, je le conseille pour ceux qui veulent investir. C'est une petite pub pour mon associé Anthony Bourbon. C'est un très bon centre d'investissement en start-up. Et à part ça, ouais, pas grand-chose. À part ça, tout mon argent, je le remets dans mes business. Parce que je veux faire plus. À part ça, pas grand-chose. 4 secteurs. À part ça, pas grand-chose. Et c'est fou, pour rebondir sur le premier que tu citais, la restauration. Comment c'était venu la restauration? Parce que t'es quand même dans le paysage au début, après la franchise, après ci, après ça. Et comment c'était venu la restauration? Pourquoi ce choix d'ailleurs? Ouais, la restauration, parce que j'avais des personnes autour de moi qui étaient en capacité de gérer le restaurant que je voulais ouvrir. Opportunité. Notamment ma mère, qui, on va dire, vivait un peu de manière précaire et est super forte en cuisine. Elle cuisine des plats exceptionnels, plats familiaux, sardes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas exploiter son talent? C'est un peu comme les artistes. Moi, ça me fait toujours penser à ça. Ma sœur, ma mère ont des super talents et sont incapables de s'en rendre compte, sont incapables de les utiliser. Et moi, je suis plutôt le genre de mec qui a aucun talent, qui est nul partout, par contre, qui détecte le potentiel des gens et qui va savoir l'utiliser, les mettre à la bonne place et créer le truc pour que ça fonctionne. Et les artistes, c'est fou. T'as des artistes qui sont exceptionnels, mais finalement, parce qu'ils savent pas se vendre, parce qu'ils savent pas se mettre en avant, parce qu'ils comprennent pas et qu'ils ont pas confiance en eux, ils ne font jamais rien. Et si moi, Fabio, vraiment avec ma mentalité, ma manière de fonctionner, j'ai leur talent, mais je suis connu. Mais là, aujourd'hui, je suis connu partout dans le monde. Déjà, c'est sûr. Tu vois. Et c'est ça qui est fou dans l'humanité, c'est ces gens qui sont super forts, mais qui sont incapables de se mettre en avant, et des gens comme moi qui sont nuls, mais qui sont capables de les mettre en avant ou de se mettre en avant pour réussir. Et c'est un combo intéressant, et c'est comme ça que j'ai lancé le restaurant. Ouais, c'est intéressant. Et c'est ça le vrai entrepreneuriat, c'est voir une opportunité et ensuite le développer, d'autant plus en famille. J'imagine que tu as dû en prendre beaucoup de plaisir, puis c'est tout à ton honneur. En plus, c'est vrai que c'est noble de le faire. Ouais, bien sûr. Bravo. Moi, c'est paradoxal, parce qu'en famille, je suis pas du tout famille, moi, justement. Et les membres de ma famille ont commencé à venir bosser avec moi, finalement, pour se rapprocher de moi, parce que sinon, hors travail, moi, je fais pas les repas de famille, je suis pas aux anniversaires, je suis nulle part, parce que c'est pas mon truc. Tu vois, moi, j'ai toujours tendance à dire que ma famille m'appelle quand il y a un problème, je suis là. Ils m'appellent toujours en premier, mais pour le plaisir, un peu moins, tu vois. Et le fait de travailler avec eux, ça m'a permis aussi de les voir plus souvent. C'est important aussi. Donc c'est bien, ouais. Et cet éloignement que j'ai envers ma famille, finalement, me permet de pouvoir travailler avec certains d'entre eux. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce que moi, je suis capable de faire la différence. Il n'y a pas de... Tu te permettrais pas de te comporter différemment si c'était justement des membres de pas des membres de ta famille, tu te permettrais pas forcément ou autre. Je comprends. Et l'immobilier, pourquoi ce choix pour te diversifier justement? L'immobilier, parce que c'est quelque chose que je trouve agréable, parce que c'est palpable, on voit ce qu'on construit, c'est un peu comme un jardin. Quand on va construire un jardin, on va voir le avant-après. On vient, c'est un champ, c'est une forêt brûlée, et puis derrière il y a des superbes massifs, une piscine, un bassin. C'est beau, on voit que l'on a construit. L'immobilier, c'est un peu la même chose. On est fier d'avoir des murs, on est fier d'avoir du locatif. Donc c'est pour ça que l'immobilier m'a attiré. Ouais. Et parce que je pense que c'est une valeur sûre. Ouais. Tu penses que c'est une valeur sûre dans le sens où c'est là depuis tant de temps, ça le sera toujours, ça capitalise sur le temps, etc. Ou tu le fais dans le sens pour te diversifier, capitaliser sur ton patrimoine et asseoir ton patrimoine, pour se sécuriser, j'entends. Ouais, ça va te paraître fou ce que je vais te dire, mais c'est pas du tout pour me sécuriser. C'est juste parce que ça me procure du plaisir. Vraiment. Et j'ai gagné de l'argent en plus de ça, et ça me sécurise aussi un petit peu parce que j'ai un patrimoine. Mais c'est vraiment pas du tout pour me sécuriser. Ouais. Je déteste la sécurité. Moi, je serais capable, là, du jour au lendemain, de vendre tout ce que j'ai pour prendre l'argent, remettre tout dans un business hyper risqué et plus rien avoir. Plus rien. Ça me fait pas peur. D'ailleurs, moi, j'y ai pensé à plusieurs reprises parce que je suis allé tellement vite dans mon expansion, dans mon évolution, que on pense au fait de se louper et de couler. Faut y penser. Moi, je pense pas à des plans B. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, il n'y a qu'un plan A. Le plan B, c'est couler. Donc, on pense à couler. On y pense à ça. Et moi, si ça m'arrive, ça m'arrivera jamais, hein, parce que je suis trop fou et je trouverai toujours des solutions. Mais même si je fais une connerie, que j'investis tout mon oseille dans un truc complètement fou et que je le perds, ça m'arrivera pas. Mais si ça m'arrive, c'est une aubaine. C'est une aubaine, magnifique. Je me retrouve sous un pont, allez, super. Tout ce que j'ai emmagasiné, je vais pouvoir le réutiliser avec une rage décuplée parce que du coup, je serai retombé en bas. Moi, j'adore ça. Mais j'adore ça, moi. Donc c'est pas un problème, tu vois. Donc le fait de pas avoir peur en plus de ça me permet de prendre des risques que d'autres ne sont pas capables de faire. La sécurité qui prend du focus aux gens, putain, je dois me sécuriser ma famille, le truc. Moi, je pense pas à ça, j'en ai rien à foutre. Du coup, le temps que les gens utilisent dans la sécurité, moi, je l'utilise pour aller chercher plus.
Ouais, c'est intéressant. Et ça te redonne justement, encore une fois, ce décuplement d'énergie, remettre la flamme, alors que c'est vrai que tu pourrais t'asseoir sur un certain confort. Intéressant. Et pour conclure, est-ce que tu aurais je sais pas, justement, quelqu'un qui est pas encore là où tu en es, qui parlerait, pour l'exemple, à Fabio d'il y a 2 ans. Tu vois, Fabio d'il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour quelqu'un qui se projette, qui écoute ce podcast et qui est aussi dans une phase de croissance comme tu l'as été, avec tous les défis, tous les challenges, qu'est-ce que tu lui dirais pour terminer? Fabio, il y a 2 ans, il avait beaucoup moins de recul que Fabio aujourd'hui. Fabio, il y a 2 ans, la seule chose qu'il avait, c'était vraiment la rage et la dalle, mais de manière hyper extrême. C'est-à-dire que tous les gens le remarquaient, on me prenait pour un fou. Aujourd'hui, ça va, je commence à être sociable, je suis un peu moins sauvage. Avant, j'étais un sauvage. Donc le sauvage, Fabio, il conseillerait à quelqu'un de rester seul un maximum de temps pour se permettre d'être fou, surtout se connaître, faire ce travail d'introspection, et d'être assez fou. Parce que pour être assez fou, pour aller atteindre des grands objectifs, il faut être tout seul. Parce que les gens autour de nous vont toujours revoir à la baisse, vont dire « mais non, c'est risqué, mais non, c'est trop ». Donc moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui démarre, c'est d'être un vrai sauvage, complètement fou, avec la dalle, la rage, et de tout fracasser, de passer à l'action. Et après, il absorbera des connaissances, après il deviendra meilleur, après il aura des compétences, après il pourra se permettre de se sécuriser, après il pourra écouter les conseils des autres. Mais au début, sois seul, sois un sauvage, fonce, passe à l'action. Et ça fonctionne. Quand on est comme ça fonctionne. Parce qu'on échoue, on essuie les échecs. Mais vu qu'on a la rage nécessaire, les échecs nous permettent d'avoir encore plus de force. Et derrière, on réussit. Être un rouleau compresseur sur ses objectifs avant tout et à rien laisser passer. Se consacrer, dedication comme on dit. Incroyable. On peut le définir incroyable. Comme ça. C'était hyper inspirant. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'espère que tu as apprécié aussi et merci super, pour ton temps d'ailleurs. Pour nous remercier de ce travail, n'hésitez pas à aimer et partager ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à une prochaine.